104.7 Pobo Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Brigitte Yoda. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, opération Otapoinou à l'Est. Le gouverneur de la région met en garde les individus qui entravent les actions des troupes sur le terrain. À la une également, le rapport de Human Rights Watch qui dénonce des atrocités commises par les islamistes armés et par les FDS. S'imposer ou espérer, c'est le scénario qui se présente aux étalons s'ils veulent aller en Égypte en juin prochain. Réaction et décryptage avec notre chroniqueur sportif Bernabé Cabré. Et puis ce 22 mars, c'est célébrer la journée mondiale de l'eau. À cette occasion, notre invité est Fatimata Barro, chef du service suivi évaluation à l'agence de l'eau du Moon. Elle nous dira qu'en matière de gestion intégrée des ressources en eau sur le terrain, la qualité et la quantité d'eau disponible diminuent. En ouverture de journal, le maire de Marcoy, Mamadou Maïga, ainsi que son chauffeur ont été enlevés hier par des individus non identifiés sur l'axe Marcoy-Gorom-Gorom dans le Sahel, a appris Radio Omega de sources locales. Le maire revenait d'une rencontre à Gorom, a précisé notre source qui, par ailleurs, indique que le maire et le proviseur d'un lycée ont échappé la veille à un enlèvement. Opération Otapoinou à l'Est, le gouverneur de la région met en garde les individus qui empêchent la liberté d'action des troupes sur le terrain. Il dénonce en effet la défiance de certaines populations et les invite au respect des consignes. Il annonce par ailleurs la fermeture temporaire de certains sites d'orpaillage. On reste dans cette région pour parler de cette opération dont les premiers résultats sont salués par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Chérif Sy qui effectue une visite depuis ce matin à Fadangourma. Guy-Michel Bolovi. Les forces armées nationales ici, dans cette opération Otapoinou, mène véritablement un grand travail patriotique qui est celle de rétablir l'autorité de l'État. Ça veut dire que les écoles doivent pouvoir ouvrir et ce travail est en train d'être fait. L'opération Otapoinou, coup de foudre en Gourmachema, n'est pas qu'une action de souveraineté militaire. Elle est porteuse d'une autre valeur. Grâce à cette opération, nos forces ont permis l'établissement gratuit de plus de 2000 CNIB et l'opération est en train de se poursuivre. Ils mènent des consultations médicales, ils mènent des interventions au niveau chirurgical. L'un dans l'autre, cette opération-là, c'est une mission salvatrice. Ne parlez pas au ministre Chérif Sy d'impact du couvre-feu sur les activités économiques. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'économie. Donc, acceptez que durant 1 ou 2 mois, pour des raisons évidentes pour vous-même, que ce couvre-feu puisse être maintenu. L'autorité politique, militaire et administrative, au fur et à mesure de l'avancée de l'opération, appréciera s'il faut lever le couvre-feu, s'il faut le suspendre, s'il faut réduire la durée, ça viendra. Et puis, les médias et le devoir d'informer sur les activités militaires. Un ménage pas toujours de bonne entente. Dans des contextes comme ça, on ne peut pas, si on est des professionnels, on ne peut pas dire qu'on se contente de donner des faits. On ne vous demande pas d'être les chantres de nos forces armées nationales, mais tout ce qu'on vous demande, c'est de ne pas les gêner dans leur opération. L'opération Otapoinou se déroule dans les régions du centre-est et de l'est en mettant l'accent sur les zones de Gaïri au nord, de Bongou au centre et de Pama au sud. Guy-Michel Bolovi, Fadangourma, Radio Omega. Sécurité toujours, des atrocités ont été commises par les islamistes armés et par les forces de sécurité. C'est ce qu'a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui. Selon cette organisation de défense des droits de l'homme, le gouvernement burkinabé s'engage à enquêter sur les allégations d'infractions détaillées dans le rapport. Le résumé du dit rapport avec Guy-Serge Cadio. Un rapport de Human Rights Watch documente des allégations d'atrocités commises par des islamistes armés et des forces de sécurité burkinabé dans la région du Sahel de la mi-2018 à février 2019. L'organisation internationale a documenté ces violations lors d'un voyage de recherche à Ouagadougou en janvier 2019 et lors d'entretiens téléphoniques en février et mars. Ce sont 92 victimes et témoins de violations qui ont été interrogés, ainsi que des dirigeants de communautés ethniques Bella, Foulsé, Mossi et Peul, responsables du ministère de
la justice et de la défense, travailleurs du domaine de la santé, diplomates et analystes de la sécurité, et les conclusions s'appuient sur les recherches de Human Rights Watch au Burkina en 2018. Les recherches ont révélé que tous les principaux groupes ethniques présents dans la région du Sahel, dans le nord du Burkina, étaient soumis à des actes d'intimidation de la part d'islamistes armés qui les avertissaient de ne pas révéler leur sort aux autorités et les obligeaient de s'en tenir à une interprétation stricte de l'islam. Au moins 3 massacres jusqu'à 20 civils par des islamistes armés semblent avoir visé des communautés en train de former une milice d'autodéfense. En réponse à la présence croissante d'islamistes armés, les forces de sécurité burkinabées auraient exécuté au moins 116 hommes non armés accusés d'avoir soutenu ou hébergé les islamistes armés lors d'incidents documentés par Human Rights Watch. Les victimes étaient, à quelques exceptions près, de l'ethnie Peul. Les exécutions et autres exactions documentées par Human Rights Watch ont eu lieu dans 19 incidents distincts. Les témoins et plusieurs sources ayant une connaissance approfondie des opérations des forces de sécurité dans le nord du pays ont indiqué que presque tous ces incidents impliquaient très probablement un détachement d'une centaine de gendarmes installés depuis la fin du mois d'août dans la ville d'Arbinda. Tous les incidents, sauf 2, se sont produits dans un rayon de 50 km d'Arbinda. Selon des témoins, toutes les victimes ont été vues pour la dernière fois sous la garde des forces de sécurité gouvernementale et avaient reçu une balle dans la tête ou la poitrine quelques heures après leur arrestation. Ils ont décrit d'importantes opérations impliquant des dizaines de membres des forces de sécurité voyageant à moto et en véhicule et dans plusieurs cas utilisant de petits drones. Les témoins de la majorité des incidents ont décrit des individus en civil qui opéraient aux côtés des membres des forces de sécurité, notamment pour répertorier ou identifier ceux qui seraient arrêtés puis exécutés. Pour presque tous les incidents documentés par Human Rights Watch, les témoins ont fourni des listes des victimes et ont tracé des cartes indiquant où les corps des hommes ont été retrouvés et où ils ont été enterrés. Le 8 mars 2019, Human Rights Watch a envoyé au gouvernement burkinabé une lettre détaillant les principales conclusions de ce rapport et ses recommandations. Le 18 mars 2019, le ministre de la Défense a répondu au nom du gouvernement, s'engageant à enquêter sur les allégations d'infraction détaillées dans le rapport. Pour l'ONG, le gouvernement burkinabé devrait ouvrir d'urgence des enquêtes sur les violations présumées des droits humains commises par toutes les parties et documentées dans le rapport. Mettre en congé administratif les personnes occupant des postes de commandement, y compris ceux qui étaient ou sont basés à Arbinda, dans l'attente d'une enquête sur leur implication présumée dans des abus, et prendre des mesures concrètes pour empêcher de nouvelles violations de la part de toutes les forces de sécurité impliquées dans des opérations de lutte contre le terrorisme. Et les islamistes armés doivent cesser toute exécution extrajudiciaire, tout enlèvement et toute autre atteinte grave aux droits humains. Merci à Guy Serge Cadio. Bien avant Human Rights Watch, le MBDHP avait dans un rapport dénoncé des dérives lors des opérations des forces armées nationales dans la région du Nord en riposte à l'attaque menée dans la nuit du 3 au 4 février dernier. Et puis en vue de contribuer à l'amélioration du trafic dans la région du Centre-Est et d'assurer la sécurité des usagers, la route Kupela-Bitou-Sankansé, frontière du Togo, longue de 153 km, a été réhabilitée et renforcé. C'est le président du Faso, Roch Kaboré, qui a procédé hier à Tinkodogo, dans la province du Boulgou, à l'inauguration de cette route communautaire CU9. Les travaux ont coûté plus de 100 milliards de francs CFA. Marina Traoré. Plus de 100 milliards de francs CFA, c'est le coût total de réalisation du projet de réhabilitation de routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9. Sur les 100 milliards, plus de 82 ont été consacrés au projet routier proprement dit et 18 milliards à des activités connexes, notamment la construction d'un poste de péage moderne à Tinkodogo. Éric Bouma, ministre des Infrastructures. Ce projet a permis l'aménagement de pistes rurales, la construction de l'aire de repos à Zorgo, la construction de forages, d'écoles, de CSPS. Population et autorités de Tinkodogo se sont réjouis de la réalisation de ces infrastructures. Selon le maire de Tinkodogo, Aruna Welogo, cette route va non seulement faciliter la circulation des biens et des personnes, mais aussi réduire le nombre d'accidents. L'état de la route était très défectueuse et ça causait beaucoup d'accidents au niveau de la ville de Tinkodogo. La réhabilitation va permettre de diminuer beaucoup les accidents et de sécuriser l'ensemble de la population. Le président du Faso, Roch Kaboré, qui a présidé la cérémonie d'inauguration, a appelé les usagers de la route, surtout les transporteurs, à en prendre soin et à éviter les surcharges. Ce sont des infrastructures qui ont coûté près de 80 milliards. Ce n'est pas tous les jours qu'on a 80 milliards pour faire des routes. Donc ça veut dire
Un message bien compris par le maire de Tenkodogo qui a rassuré que des dispositions sont déjà prises pour que la route ne soit pas dégradée. La suite de l'actualité nationale, en bref, justice avec le procès du putsch de septembre 2015. Il est toujours question de l'écoute téléphonique entre Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, et Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Que les gens cessent de dire que c'est le parquet qui a forgé ces écoutes. Quand les pièces sont arrivées devant le juge d'instruction, aucun élément du parquet n'y était d'ailleurs, a laissé entendre le parquet militaire à l'ouverture de l'audience de ce vendredi. L'audience se poursuit, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Santé à présent, au moins 1 millier de cas de méningite recensés depuis le début de l'année au Burkina. L'information vient des services de santé. Les régions du sud-ouest et de l'est sont les plus touchées. Le point avec Lamine Traoré. De février à juin, c'est la période où le Burkina connaît le plus grand nombre de cas de méningite. Docteur Landaogo Wilfried Ouedraogo, directeur de la protection de la santé et de la population. On a un millier de cas de méningite qu'on a pu recenser un peu partout au Burkina. Et ce millier de cas-là se répartit dans les districts sanitaires qui sont aussi subdivisés en zones de surveillance. La surveillance nous montre qu'il y a 2 régions qui concentrent le maximum de cas, la région du sud-ouest et la région de l'est. Très vite, les services sanitaires ont mis en place un plan de riposte. Le directeur de la protection de la santé de la population. Nous avons travaillé à faire en sorte que les agents de santé soient renforcés en termes de capacité de diagnostic et de prise en charge. Les médicaments qui ont été prépositionnés pour la prise en charge des cas ont été également renforcés pour faire en sorte que les cas qui vont se présenter dans le santé soient pris en charge gratuitement. Les populations étaient davantage sensibilisées sur la question, les mesures de prévention, mais également qu'est-ce qu'il faut faire quand on présente une situation avec un tableau de méningite. Les services de santé préfèrent pour l'heure ne pas parler d'épidémie, mais de flambée des cas de méningite. Dans la région du sud-ouest, le germe en cause n'appelle pas tout de suite à une vaccination, mais surtout une prise en charge renforcée et précoce, selon les services sanitaires. Le coût d'acquisition de ces vaccins tourne autour d'1 milliard de francs CFA. Et puis, mariage précoce, interruption du cursus scolaire des filles, des phénomènes que l'Union des religieux et coutumiers du Burkina veut combattre à travers le projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour l'abandon des mariages d'enfants. Une campagne de plaidoyer a donc été organisée. C'était les 19 et 20 mars dernier. Correspondance à Nouna de Bourema Badini. Moi, c'est Dabou Marcel. J'ai eu à causer avec un vieux qui avait des filles à l'école. Entre-temps, je ne vois pas les filles. J'ai demandé les vieux là, mais où sont parties tes filles? Qu'ils ont l'âge de marier, lui et les a données à marier. J'ai dit, mais ça, c'est pas bon. Témoignage d'un habitant de Madouba dans la Kossi. Des faits similaires sont récurrents dans bien des localités de la province. Des filles retirées de l'école pour être données en mariage, on n'en veut plus. C'est le cri de cœur de l'URCB, l'Union des religieux et coutumiers du Burkina, en guerre contre le phénomène dans les 10 communes de la Kossi. Je suis le bonhomme Naba de Tambouy. Tant que la fille n'a pas terminé sa scolarité, tant qu'elle n'est pas majeure, elle ne doit pas se marier. C'est ce que nous transmettons parce qu'il y a beaucoup de conséquences. Et le message semble être reçu 5 sur 5. Ici à Kassawadogo, chargé de projet à l'URCB. Quand nous suivons les réactions, les témoignages des uns et des autres, et ils se sont engagés à travailler pour un changement de comportement. Et même ils vont prendre les bâtons de pèlerin pour sensibiliser les parents, sensibiliser les fidèles et même accompagner les enfants, les encadrer pour qu'ils puissent être des hommes de demain qui pourront relever les défis de notre pays. Et c'est le leitmotiv du projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour l'abandon des mariages d'enfants. Un projet porté par l'ONG Save the Children avec le soutien financier du Danemark. Nouna Bouraima Badini, Radio Omega. Omega Sport. Le Burkina Faso joue gros à 17h contre la Mauritanie dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Bernabé Cabré, le chef du desk sport de Radio Omega. Bonjour Bernabé. Bonjour Brigitte. Le scénario est connu, battre la Mauritanie et espérer que le Botswana résiste à l'Angola. Et tout à fait, depuis la défaite contre l'Angola en novembre dernier, 2-1, les étalons savent désormais qu'il faut gagner et également espérer
espérer que le Botswana ne se fasse pas battre dans le même temps par l'Angola. Dans ce groupe, 2 pays connaissent déjà leur sort. C'est la Mauritanie qui est déjà qualifiée, le Botswana qui est éliminé. Le deuxième ticket se dispute donc entre Burkinabé et Angolais. Les Angolais ont leur destin en main puisqu'une victoire contre le Botswana les qualifie pour la compétition, alors que pour le Burkina Faso, il faut s'imposer, également avoir l'œil du côté de Francis Town où le Botswana reçoit donc l'Angola. Un match crucial pour le Burkina Faso, un match difficile également pour l'Angola quand on sait que même éliminé, le Botswana ne va pas se laisser faire. On se rappelle de ce match contre le Burkina Faso ici pour les éliminatoires de la CAN 2017, même éliminé, le Botswana a tenu tête au Burkina Faso. Il a fallu l'entrée de Banu Diawara pour marquer le deuxième but de la qualification. Le public sportif est-il optimiste pour une qualification? Chacun y va de son commentaire. Certains pensent que les étalons ont hypothéqué leur chance de qualification depuis la défaite contre la Mauritanie et également le match nul contre le Botswana 0-0 lors du match aller jouer à Francistown. Certains pensent également que le sort sera pour les étalons puisque dans plusieurs situations, les étalons ont pu s'en sortir et on repense à ce match contre la Centrafrique où il a fallu attendre la 98e minute pour voir le Burkina Faso se qualifier, également ce match contre le Botswana dont je parlais, sauf que cette fois-ci, le Burkina Faso doit compter sur un autre pays et pas seulement sur lui. Les gens sont partagés, en tout cas, ils sont optimistes et d'autres pensent que même en cas de qualification, il faudrait revoir les choses du côté de l'encadrement technique pour pouvoir faire une bonne prestation à la CAN en Égypte. Alors, on va écouter quelques réactions recueillies ce matin à l'émission Ça nous concerne. Franchement que je ne crois pas trop, mais je souhaite tous les chances aux joueurs burkinabés. Je demande à Dieu de faire un espoir pour nous. Une équipe nationale, ça se construit. C'est les joueurs qui doivent jouer, même si les supporters doivent constituer un atout. Ils ne jouent pas. Il y a certains joueurs que vous devez savoir mettre en place. Demander aux étalons de jouer le match comme si il n'y a pas de calcul dans la poule. Je rappelle très bien les dernières CAN. On a vu contre la Centrafrique. On a vu aussi l'avant-dernière. On s'est qualifié. Moi, je suis certain que cette fois-ci aussi, même avec une équipe remaniée du Botswana, nous vont tenir tête à nos adversaires et nous serons qualifiés pour la prochaine CAN. Bernabé, le rôle du 12e homme sera-t-il déterminant? Et très déterminant pour ce match entre le Burkina Faso et la Mauritanie. Les étalons comptent en tout cas sur le soutien des supporters. On sait qu'ils vont effectuer massivement le déplacement parce que c'est dans ces moments difficiles que Bakary Koné, qui sera sûrement capitaine, et ses partenaires comptent plus sur le public sportif burkinabé. Il y a l'Union nationale de supporters des étalons qui se mobilise. Une caravane a été organisée ce matin. Il y a également les supporters qui vont venir des 12 autres régions du Burkina Faso. Des supporters qui sont venus de la Côte d'Ivoire, également la diaspora burkinabé vivant du côté du Togo. Une autre question, 14 qualifiés sur 24 sont déjà connus. Cela signifie que 10 billets restent encore à prendre. Quel est le point sur les différents cas de figure possibles groupe par groupe? D'accord, on débute avec le groupe A où tout est plié avec les qualifications du Sénégal et de Madagascar. Dans le groupe B, si le Maroc est déjà qualifié, le Cameroun a en revanche perdu ce statut en même temps que celui des pays organisateurs. Et du coup, le tenant du titre va jouer un match difficile à la maison. Ce sera donc demain face aux Comores. Et à cette occasion, un nul suffira aux Lions en même table pour se qualifier. Mais le match entre ces deux sélections ne se joue pas uniquement sur le rectangle vert, puisque les Comores ont déposé un recours devant le tribunal arbitral du sport pour réclamer la disqualification du Cameroun suite à la perte de son statut de pays organisateur. Dans le groupe C, derrière le Mali déjà qualifié, le Burundi et le Gabon disputent une finale demain à Bujumbura. C'est simple, un match nul suffit aux Burundais, tandis que les Panthères sont dans l'obligation de s'imposer. Dans le groupe D, l'Algérie est déjà qualifiée et les trois autres équipes du groupe peuvent encore espérer la qualification. La situation est très claire. Le vainqueur du match Bénin-Togo accompagnera les Algériens en Égypte. Mais attention, car en cas de match nul entre le Bénin et le Togo, et si la Gambie s'impose en Algérie, c'est la Gambie qui sera qualifiée. Dans le groupe E, la Libye et l'Afrique du Sud vont disputer une véritable finale pour avoir le droit d'accompagner le Nigeria déjà qualifié. Et dans ce même match délocalisé en Tunisie, un nul suffira au Bafana Bafana pour se qualifier, alors que la Libye a automatiquement besoin d'une victoire. Dans le groupe F, le Kenya et le Ghana sont déjà qualifiés. Dans le groupe G, les 4 équipes du groupe sont encore en vie et toutes ont leur destin en main, mais pour y croire, la République démocratique du Congo, qui reçoit le Libéria, et le Congo, qui sera au Zimbabwe, sont obligés de s'imposer.
Merci Bernabé Cabré. Notons que le match Burkina-Mauritanie est à suivre en direct sur Radio Méga à partir de 17h. Et sans transition, l'invité de la rédaction, Journée mondiale de l'eau ce 22 mars. Si le Burkina passe pour être un modèle en matière de gestion intégrée des ressources en eau, sur le terrain, la qualité et la quantité d'eau disponible diminuent. Exemple dans le bassin du Moun qui représente plus de la moitié des ressources en eau du pays, dont les 2/3 sont utilisés pour l'irrigation. Elise Canuel a interrogé Fatimata Barro, chef du service suivi évaluation à l'agence de l'eau du Moun. Bonjour madame, on dit que l'eau appartient à tout le monde, c'est un bien commun. Quels sont concrètement les usages de l'eau qui sont faits? Les utilisations sont domestiques, industrielles, culturelles et même sociales. On utilise l'eau pour boire, pour la lessive. On a aussi l'eau qui est utilisée dans le domaine agricole. On a l'eau qui est utilisée dans le domaine industriel et même la production de l'électricité. L'eau est utilisée. Est-ce qu'il y a une concurrence entre les différents acteurs qui ont besoin de cette ressource-là? L'agriculteur n'a pas les mêmes intérêts que le pêcheur. Le pêcheur n'a pas les mêmes intérêts que l'éleveur. L'éleveur n'a pas les mêmes problèmes que l'agriculteur. Et celui qui est dans le domaine industriel n'a pas la même vision. Celui qui produit l'eau potable pour la boisson, il n'a pas les mêmes problèmes. La multiplicité des acteurs égale la multiplicité des problèmes aussi. Pour concilier ces intérêts-là, il faut vraiment aller dans l'agir. L'agir, c'est la gestion intégrée des ressources en eau. L'eau doit être gérée par tout le monde. Donc, tout ce qui concerne la gestion de l'eau, on doit partir depuis la base jusqu'au plus haut niveau. Alors le Burkina Faso passe pour être un pays modèle sur le continent africain dans l'agir. Est-ce que ça marche sur le terrain? Le mérite même du Burkina, c'est d'avoir commencé. Les difficultés, ça ne manque pas. C'est pour ça, tous les jours, nous travaillons à voir comment est-ce qu'on peut surmonter ces difficultés qui sont sur le terrain. Sinon, il y a des problèmes liés même à la gestion proprement dite, parce qu'il y a des acteurs qui n'acceptent pas qu'on restreint leurs besoins. Il y a des acteurs qui disent que non, et qui utilisent de l'eau pas de façon rationnelle. Il y en a aussi dont leur utilisation contribue à polluer la ressource ou en tout cas à porter atteinte à la ressource. Justement, parlons de la problématique de la pollution. Est-ce que c'est une pollution industrielle? Est-ce que c'est une pollution avec des intrants agricoles? C'est multiforme. Hein. Il y a la pollution industrielle, il y a la pollution agricole aussi. Et les intrants sont beaucoup utilisés. Et dans ces derniers temps, nous avons l'utilisation abusive, même sinon excessive, des herbicides et aussi des insecticides. Ces acteurs-là occupent même les berges. Ils sont même logés presque dans le lit du cours d'eau. Et lorsqu'ils se retirent, en tout cas en période de basse eau, ces parties-là sont exploitées. Donc, naturellement, lorsqu'il pleut, les premières pluies, là, tous ces produits-là sont lessivés et puis entraînés dans le cours d'eau. Et ça entraîne la pollution. Avec quelles conséquences pour la santé humaine et animale? C'est vrai que pour ce qui concerne la qualité de l'eau, nous avons des difficultés à couvrir l'ensemble des pays et puis en tout cas à faire des prélèvements réguliers. Mais on sait que quand même la pollution, puisque c'est un peu difficile de dire voici l'impact de la pollution sur l'homme et l'animal. À partir du moment où le prélèvement n'est pas fait de façon instantanée et puis on n'est pas sûr que la personne est morte de telle ou telle chose. Voilà, mais on constate la détérioration de la santé de la santé humaine. L'orpaillage est un problème aujourd'hui. À partir du moment où les produits qui sont utilisés portent vraiment atteinte non seulement à la santé de l'animal et aussi à la santé de l'homme, puisque il y a un certain nombre de cas qui ont été révélés au niveau de la région où l'orpaillage est beaucoup pratiqué, où des animaux, le simple fait de boire une eau, voilà, on les perd. Alors on a parlé de la qualité de la ressource, à présent la quantité, est-ce qu'on observe une raréfaction? Est-ce que la quantité de l'eau disponible diminue? Oui, lorsqu'on échange avec les acteurs sur le terrain, ils disent que non, il y a des moments où on avait l'eau permanente ici, mais aujourd'hui on n'a plus rien. Ou dans des moments où ce cours d'eau, moi je ne pouvais pas le traverser, mais aujourd'hui on le traverse parce que avant il fallait des pirogues et autres. Donc ça, tout ça, ce sont des éléments qui traduisent la diminution de la ressource eau. Et aussi avec le fait que le cours d'eau s'étend sur des grandes superficies parce qu'il est en quelque sorte ensablé et que le fond là a diminué et ça fait que pour une moindre pluie, seulement une quantité d'eau un peu importante, on a des inondations un peu partout. Donc tout ça là, ça traduit un peu le fait que la ressource eau est en train de partir, nous laisser, parce qu'il y a des mauvaises pratiques qui entraînent l'ensablement et le comblement du cours d'eau et qui fait que les émergences qui étaient là ne peuvent plus s'exprimer et qui ne peuvent plus allumer le cours d'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis au niveau de l'État, au niveau des collectivités locales et au niveau des usagers eux-mêmes pour limiter les dégâts, préserver vraiment ce qui est très précieux? Je pense que l'État a déjà prévu un certain nombre de mécanismes de gestion de la ressource pour qu'on puisse la protéger et puis en tout cas lutter contre le gaspillage et puis la raréfaction.
Fatimata Barro, chef du service suivi évaluation à l'agence de l'eau et du Mouhoun, répondait aux questions d'Élise Canuel. C'est la fin de ce journal mis en ondes par Ilyassa Ouedraogo. Merci de votre aimable attention et excellent après-midi à toutes et à tous.